Ça nous est bien arrivé à tous au moins une fois. Disparition complète d'un objet à haut degré d'élaboration, c'est-à-dire non pas le texte en lui-même, mais l'énorme masse d'artisanat que représentait sa réalisation. Et probablement un déchirement pire, la certitude que c'est au-delà de soi qu'il représente, nous ne saurions pas y atteindre avec nos seuls moyens ordinaires, ceux auxquels nous sommes de nouveau réduits après ce qui était cet achèvement. Encore une problématique qui ne commence pas avec les fichiers numériques. Ce cahier volé à Montaigne par son secrétaire, tel manuscrit perdu à Saragosse, ou le renversement dans la fiction même d'une telle perte dès l'ouverture du premier Quichotte. Qu'on se souvienne de comment, à peine le livre commencé, un ruffian se précipite sur Don Quichotte sans qu'aucune échappatoire ne lui soit concédée, sinon le génie de l'auteur. La page s'arrête, et on ne saura jamais plus la fin de l'histoire, pas plus que celle des chèvres de Sancho, l'histoire si morne et ennuyante, mais qu'il faudrait ne jamais interrompre pour la savoir en entier. Ensuite, c'est parce qu'un livre en langue étrangère, vendu sur un trottoir, fait rire son lecteur, que le narrateur-auteur, fiction de l'auteur fait narrateur, imagine qu'il ne peut s'agir que de ce livre qu'il a commencé à lire. Il l'achète, le fait traduire à ses frais, sa propre écriture considérée comme langue étrangère, et l'histoire reprend au même endroit, moins la solution à l'énigme précédente. Une autre variation sur le manuscrit perdu, c'est celle du livre dont on sait l'existence, mais impossible à retrouver, et qui fournit la trame au chapitre L'abbé de Bucquoy dans Les Illuminés de Gérard de Nerval. La réalité est plus prosaïque, mais peut engendrer des chefs-d'œuvre. Malcolm Lowry a perdu 2 fois le manuscrit d'au-dessous du volcan. Je ne me déferai jamais de cette traduction pour son titre Under the Volcano. Rançon des livres qui mettent des années à trouver un éditeur. La première fois, volé sur la banquette de sa voiture au Mexique. La deuxième fois, dans l'incendie de sa cabane à Calgary. De quoi dispose Lowry pour repartir à l'attaque du livre? Ou encore, le génie absolu et brûlant qui fait de chaque page du livre un monde liquide et animé. Y était-il parvenu dans les 2 versions disparues? Pas possible de disposer de réponse. Vieil adage des chanteurs qu'on n'obtient jamais avec la voix une même présence ou fraîcheur lorsqu'on refait. Il est souvent démenti dans la littérature. Flaubert procède par versions manuscrites successives. Les tentatives de réécriture, voire La Ville de Claudel, paraissent souvent un affaiblissement ou adoucissement de la première version dans sa brutalité et ses éventuelles insuffisances. Avec le numérique, dès la fin des années 80, vient un adage. Jamais un fichier sur un seul support. Mais on fait toujours des exceptions, et bien sûr, lorsqu'un fichier disparaît, c'était le cas. En quelques années, depuis l'époque où chacun se promenait avec une disquette de sécurité dans son portefeuille, tout cela a fait des progrès. Sauvegardes incrémentées, automatiques sur Time Machine, sauvegarde cloud par Dropbox ou autre dispositif, et la facture qu'ils nous envoient chaque année à même date pour en bénéficier. Logiciel qui dispense de l'enregistrement manuel. Mais lorsque vous revenez à un logiciel qui ne dispose pas de cette fonction, vous oubliez d'enregistrer et c'est reparti. De toute façon, il se produira régulièrement une faille, ou dites le contraire. Se pose alors le problème de refaire. Il semble alors que nous ayons à produire un arrachement double, celui associé à l'écriture et celui associé au fait même de refaire. On se fait violence pourtant, on se lance. Et même, il vaut mieux le faire à chaud, sans réfléchir. C'est mystérieux, cette mémoire inconsciente de ce qu'on a écrit. On en a des indices lorsque, si rarement que cela se produise, on est à lire en public un travail ancien. Les phrases viennent, se remettre en ordre, au mot à mot, sous la langue. Qu'on essaye d'improviser une variante, et c'est comme un élastique qui vous tire à rebours, dans le dos, sur la position d'origine. La même impression lorsque le dialogue avec un traducteur vous contraint à vous immerger de nouveau dans un travail ancien. La loi qui vous avait fait élaborer non pas la phrase, mais la distorsion propre à cette phrase va de nouveau s'imposer à vous. À réécrire le fichier perdu, on est probablement soumis à 2 forces antagonistes. Privé du plaisir de l'arrangement neuf, puisqu'il s'agit de retrouver ce qui avait déjà été révélation de cet arrangement neuf, et angoisse persistante
jusqu'à toucher la rive du travail reconstitué et qu'il ne vous soit plus accessible. D'où l'axiome que je risquerais, dans la panoplie globale de nos stratégies d'écriture, ce qui est trouvé par la réécriture du manuscrit perdu révèle un des paramètres bien discrets, mais qui certainement est au travail dès la première rédaction, y compris dans cet antagonisme de la révélation et de l'angoisse. Est-ce qu'on perd une dimension spécifique de l'écriture, alors à ne plus rien perdre? Chacun est prêt, je suppose, à conter l'histoire de ses propres pertes. André Markovits parle avec force de plusieurs années d'un travail de poésie qui lui ont été retirés lors du vol de son ordinateur dans sa voiture sur une aire d'autoroute. On a tous oublié un cartable, un cahier, quelque part. Je me souviens, lors d'un déménagement, du temps que l'usage des emails commençait à peine, d'avoir mis de côté dans une chemise orange un nombre restreint de lettres dont il était hors de question que je me sépare, émanant de Maurice Blanchot, Bernard Noël, Claude Simon, et découvrir quelques mois plus tard que la chemise orange avait dû glisser dans la masse des papiers jetés. Là, on est dans une autre configuration. On ne va pas refaire l'écriture de l'autre, mais le petit pincement était bien au même endroit. Je suis parti depuis quelques mois sur une phrase qui est dans Écrire de Marguerite Duras. Voilà la phrase. Pour écrire pas comme je l'avais fait jusque-là, mais pour écrire des livres encore inconnus et jamais encore décidés par moi et jamais décidés par personne. Marguerite Duras, Écrire, 1993. Mon fichier pour l'instant, puisque je suis revenu à un traitement de texte classique pour être dans ce travail, et je ne le mets pas sur mon site non plus, comme je l'ai fait depuis plusieurs années pour Proust, pour les objets, pour après le livre. Une des stratégies toujours, c'est de casser ses propres routines, ses propres habitudes. Et donc je pense plutôt à l'axiome de Benjamin que l'envie qu'on peut avoir de montrer ou partager un travail, c'est aussi quelque chose qui vous aide à écrire. Probablement que je reparlerai d'autres fois de ce travail en cours, mais en tout cas c'est seulement en vidéo que j'en tiendrai ici journal. Ce serait multiplier des entrées comme ça sur tous ces dizaines et dizaines de paramètres. Je crois que c'est aussi un projet qui m'est venu pour trouver une autre forme que mon livre sur les ateliers d'écriture, alors que comment dépasser le stade de l'exercice pour entrer comme ça dans refabriquer. C'est pour ça que j'aime bien cette idée de tous ces puzzles un peu kitsch là, qui m'entourent dans ce gîte rural là, qui sont mon atelier pour 2 semaines. Donc multiplier comme ça ces questions focales, journal, ponctuation, outils, position du corps, oralité, heure, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y en aura d'autres sur le réel, sur le fait divers, sur la vitesse, sur les objets, les choses, sur la notion d'intérieur, sur l'épouvante, pourquoi pas. Et voilà, il me semble que je joue gros, très gros en ce moment dans ce travail pour pas quelque chose qui touche à l'extérieur, mais quelque chose qui touche à l'accomplissement au-dedans. Le dernier chapitre s'appellera Inquiétude. Il n'y a aucune idée de combien de mois il me faudra pour le rejoindre.